Bonjour et bienvenue sur le podcast de Rabat-Joie. Rabat-Joie, c'est une association féministe et queer basée à Montpellier depuis avril 2023. On lutte contre les discriminations de genre et on s'attache à promouvoir des représentations plus inclusives à travers l'organisation d'événements culturels. Le tout dans un esprit de soin, de partage et de bienveillance. Je suis Lisa, cofondatrice de Rabat-Joie et je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode spécial enregistré en direct lors d'une table ronde où nous avons exploré les dynamiques de genre dans le monde de l'alcool. Cet échange a eu lieu le mardi 9 avril dernier au Madrediosa, un bar tapas queer et féministe situé au cœur des Beaux-Arts à Montpellier. Le Madrediosa est un lieu éclectique et bienveillant qui soutient activement les projets engagés et les initiatives inclusives. Le thème de notre table ronde, se faire une place dans le monde de l'alcool en tant que femme ou personne minorisée de genre. Un échange passionnant qu'a animé Enolou, animatrice à Rabat-Joie. Ensemble, nous avons discuté des défis rencontrés, des succès célébrés et des aspirations futures de celles qui évoluent dans ce secteur encore largement perçu comme masculin. Pour enrichir notre discussion, nous avons eu le plaisir d'accueillir Audrey, référente des Buveuses de bière de Montpellier, une association qui rassemble et crée du lien entre les femmes passionnées de biérologie et de dégustation de bière. Hélène, énologue et brasseuse, bénévole au sein de l'association, et Élise, brasseuse et également bénévole engagée. Que vous soyez vigneron, vigneronne, brasseur, brasseuse, distillateur, distillatrice ou tout simplement passionné par l'art de la création d'alcool, cette table ronde est une occasion d'approfondir ce sujet et d'apprendre des expériences de chacun et de chacune. Sans plus attendre, place à la table ronde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la table ronde sur la place des femmes dans le monde de l'alcool. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette fabuleuse table ronde Audrey, qui est référente de l'association Les Buveuses de bière et aussi brasseuse en animatrice. Hélène, qui est depuis longtemps onologue, mais depuis peu brasseuse. Et Élise, brasseuse, la brasserie Fauve. C'est ça. Et toutes les deux bénévoles aux Buveuses de bière de M2P City. Et du coup, sans plus tarder, la première question, un peu mieux pour vous présenter, qui reviendra un petit peu sur votre parcours. Comment avez-vous eu envie de vous lancer dans la fabrication et la dégustation d'alcool? Et Audrey, si tu veux prendre la parole pour parler des buveuses, ce serait pas. Bonsoir. Alors moi j'ai commencé à boire de la bière à l'université dans le nord, proche de la Belgique, donc je connaissais pas très peu la bière. Et donc j'ai commencé à boire de la bière et j'ai dit je sais pas trop quoi prendre, prends donc une bière sucrée avec plein de fruits, c'est vachement mieux pour les filles, pour aborder le sujet. Donc j'ai commencé la bière comme ça. Et après j'ai découvert vraiment la bière et tout l'univers, en particulier au Canada, et la bière artisanale et la bière amère et tout ça. Et ça m'a donné envie d'approfondir et j'ai pu avoir l'occasion d'apprendre à brasser dans mon ancienne coloc. Et là, c'était trop fabuleux parce que je me rendais compte que c'était facile, qu'on pouvait faire des recettes. Et c'était trop génial et que l'univers s'ouvrait à chaque fois que j'ouvrais une porte sur la bière. En 2022, juin 2022, j'apprends qu'une association qui s'appelle les Buveuses de bière s'est créée. Et donc, je les contacte et elles avaient créé d'abord l'asso sur Paris, elles sont 3. Et cherchaient justement des personnes pour développer des antennes dans différentes grandes villes. Donc là, j'ai dit carrément, ce serait trop cool. Et donc les Buveuses de bière, c'est une asso qui promeut la bière plutôt dans un milieu féminin et pour les minorités de genre, parce qu'on est, comme dans d'autres domaines, plutôt sous-représentés, mal représentés, et que en plus, souvent, on nous introduit la bière par, je pense, une manière qui n'est pas la plus appropriée, avec quelques billets. Et donc l'idée de cette asso, c'est de se rencontrer, d'apprendre à déguster, d'aller boire des coups, et de le faire parfois en mixité choisie, et parfois pas du tout, et juste de montrer que la bière peut être aussi abordée par des femmes. Et c'est tout. Dans mon cas, je suis arrivée dans le monde de l'alcool par ma formation de biologiste. J'étais passionnée par la fermentation et j'ai appris qu'à la fin de ma licence, on pouvait passer le diplôme national d'œnologue qui donc me permettait d'accéder au monde du vin d'un point de vue scientifique.
Donc j'ai passé mon diplôme, je suis devenue œnologue et au bout de quelques temps, quelques voyages, etc., j'ai commencé à me lasser tout simplement du vin parce que c'était devenu un outil de travail et non plus du tout un plaisir, ce qui pouvait être dans un premier temps par la dégustation. Et au même moment, Audrey s'était mise à brasser avec ses colocs. Et elle m'a invitée à l'un de ses brassins. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de points communs avec le vin, parce que ça reste de la fermentation avant tout. Et c'était des arômes nouveaux, une nouvelle manière d'aborder l'alcool, etc. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et donc j'ai adhéré à l'association des buveuses de bière dès qu'elle m'en a parlé. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette de rencontrer d'autres femmes, de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on déguste et apprendre tout ensemble sans se sentir jugé. J'ai eu parfois des mauvaises expériences dans des bars, des serveurs qui pouvaient se montrer un peu complaisants vis-à-vis de mes choix. Et voilà, et donc là j'ai passé mon titre brasseur début 2024, donc je suis officiellement artisane brasseuse. Et donc c'est tout un nouveau monde qui va s'ouvrir pour moi, professionnel en tout cas. Pour ma part, la bière, c'est quelque chose que, oui, dès mon adolescence, j'ai commencé à apprécier ça. En effet, commencer par des bières sucrées et puis finalement, assez rapidement, préférer la Guinness à la crique. Mais je pense que ma vraie rencontre avec la bière, c'est grâce à une caviste à Avignon. À l'époque, il y avait une petite cave à bière tenue par une nana et avec elle, je passais beaucoup de temps dans sa boutique à échanger, à dire j'ai aimé celle-là, j'ai pas aimé celle-là, etc. Et elle me conseillait. Et c'est vraiment, je réfléchissais à ta question. Et en fait, ça remonte à cette caviste-là, donc à une nana finalement. Donc on retourne sur nos pattes. Après, une fois arrivée à Montpellier, je me suis très vite impliquée dans le club bière de mon école. Donc on a organisé des dégustations, choses comme ça. Et assez rapidement, j'ai fait la découverte de la BAF aussi, qui est une association qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, qui est une association de brasseurs amateurs, brasseuses amateuristes. Et donc du coup, j'avais commencé à brasser un petit peu là-bas pour m'amuser. Et puis après, en fait, avec mon conjoint, on a décidé d'aller habiter en Chine. Et c'était un petit peu difficile pour moi de trouver du travail dans ma branche. Je suis ingénieur agronome, donc c'était un petit peu dur de trouver dans ma branche à Shenzhen. Et en fait, je suis allée boire un coup au pub qui était pas très loin de chez moi. Et je leur ai dit, un bon pub, je lui ai dit, vous cherchez pas quelqu'un? J'ai un tout petit peu d'expérience, je bossais un peu comme ça à la maison pour le fun. Bah ouais, tu commences lundi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à devenir vraiment à me professionnaliser en fait là-dedans. Après, je suis revenue en France et plusieurs expériences professionnelles différentes, etc. Et toujours est-il que pour revenir à Montpellier, pareil, comme il y a 150 ingénieurs agronomes qui sortent tous les ans de l'école de Montpellier, c'est un petit peu difficile de trouver du travail ici. Et donc pour retrouver du travail à Montpellier, je voulais revenir à Montpellier. Je me suis remis à travailler dans la bière. Donc d'abord au Détour, pendant à peu près 1 an. J'ai fait un petit remplacement chez Prisme pendant quelques mois. Et après, du coup, chez Fauve, où je suis maintenant depuis 3 ans. Voilà. Et les buveuses de bière aussi, j'étais ravie aussi de voir que cette association existait parce que il y a eu il y a une association pour les professionnels de la bière qui s'appelle les Pink Boots et qui est à la base une association américaine et qui a une antenne française qui s'est créée, je pense, peut-être 2021, mais vraiment relativement peu de temps avant les buveuses. Ça a un peu capoté, ça a été un peu compliqué, un petit peu des guerres de qui veut être la présidente, etc. Et du coup, c'est un peu dommage. Et c'était réservé aux professionnels. Et les buveuses, en fait, c'est des nanas qui ont été un petit peu déçues de Pink Boots, si j'ai bien compris. Et donc, du coup, qui se sont dit, on fait un truc qui est ouvert à toutes et à tous. Et donc, je suis ravie aussi de faire partie de cette association qui, vraiment, je trouve, fait vraiment du bien au milieu de la bière, en général. Merci. Du coup, pour revenir un peu sur ce que vous avez aussi dit, on sent que le fait de se réunir en tant que femme est important dans ce milieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus pourquoi? Est-ce que c'est un métier, tu parlais tout à l'heure, où vous êtes sous-représenté? Est-ce que du coup c'est un métier réservé aux hommes? Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de choses sur la place justement des femmes là-dedans? C'est vrai que c'est toujours une question d'image, de l'extérieur, même dans le milieu brassicole juste à Montpellier. Si on regarde les brasseries, on voit plutôt des hommes. Dans certains bars, on voit plutôt des hommes. Dans les caves aussi. Moi, j'étais plutôt entourée de potes qui étaient dans la bière. C'est des mecs qui m'ont appris à brasser et du coup avec une certaine aussi approche. Et donc, même si en découvrant aussi l'association, je me suis rendu compte que c'était cool parce que c'était la première fois que je me réunissais qu'avec des meufs pour boire des coups ou même à brasser parce qu'on a fait des ateliers de brassage en mixité choisie et j'ai senti en fait c'était pas tant je sentais que ça pouvait être cool mais sans en être hyper convaincue, mais je trouvais juste que c'était cool et je me suis dit ça peut pas faire de mal, mais c'est en le faisant que je me disais ah ouais en fait il se passe autre chose, les personnes posent des questions, ont de la place, l'écoute elle est différente et c'est d'avoir eu ces retours
en créant un peu l'antenne à Montpellier qui a pas mal grossi. On était quelques-unes, là on est une vingtaine je crois sur le groupe, de voir qu'il y avait un besoin et que nos échanges étaient différents, que je me suis dit que c'était important. Et du coup ça crée forcément, quand on est en groupe on nous voit plus. C'est-à-dire que dans un bar, du coup, quand les buveuses se voient et qu'on est 10 dans un bar autour d'une table, forcément ça montre que si en fait c'est aussi une question d'image, quoi. Ouais, si en fait les femmes peuvent boire des bières et puis on peut boire de la bière bien amère ou bien forte. Et moi, il y avait un peu le truc aussi de se retrouver il y avait un truc un peu safe je pouvais boire des coups avec des personnes que je connaissais pas pour déguster, des alcools qui sont un peu assez alcoolisés quand même, et de me dire que je me sentais assez à l'aise d'être un peu en ébriété dans des cercles plus féminins. Et surtout, en fait, je pense que le cadre aussi associatif, où on se retrouve dans un contexte particulier, aide aussi à créer ce rapport de confiance. Pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai eu 2 mauvaises expériences dans des bars. Une première fois quand j'ai commandé une IPA et que le serveur s'est permis de me dire que vous êtes sûre madame parce que c'est très très amer ce que vous prenez là. Et la deuxième fois quand j'ai pris une sour et qu'on m'a fait vous êtes sûre madame parce que c'est très très acide quand même. Et sauf que c'est vraiment mes choix et que j'aime la bière et que j'ai envie d'en boire et de déguster tous les styles, et donc je ne vois pas pourquoi certains styles seraient interdits aux femmes. Et je le vois depuis qu'on fait les dégustations avec les buveuses de bière, quand on se réunit dans des bars et que les serveurs nous accueillent parce que la soirée est prévue. C'est un autre regard. Ils s'adressent à nous comme à des passionnés et ils vont vraiment nous donner des conseils techniques, alors que peut-être si on était allé de nous-mêmes seuls, il n'y aurait pas eu le même échange. Donc je trouve que ça nous apporte vraiment quelque chose de plus. Et pour rebondir sur le point de vue professionnel, j'ai travaillé là actuellement dans 2 brasseries. Et je dois avouer que les brasseries, elles sont taillées pour des bonhommes de 1m90 et de 90 kg. Et que du coup, avec mes 50 kg tout mouillés et mon 1m70, c'est un peu compliqué. Donc il a fallu qu'à chaque fois, j'adapte mon poste de travail. Et pour ça, aucune aide ne m'a été apportée. C'était à moi de trouver des solutions pour travailler dans des bonnes conditions, ne pas me casser le dos, ne pas me faire mal ou ne pas renverser du malt partout. Donc je pense qu'il y a encore des progrès à faire et ça se sent que je dirais pas que c'est un métier d'homme, mais ça l'est devenu par force, et aujourd'hui c'est à nous de montrer qu'on est capable de travailler aussi bien que les hommes par la suite. Sur la nécessité de se réunir, je dirais dans un premier temps que pour moi, c'est pas seulement une nécessité de se réunir entre femmes, c'est aussi, moi je suis très contente de me réunir aussi avec d'autres. Là, on est en train de créer avec des copains un syndicat des salariés de brasserie, parce qu'il y a aussi l'idée je pense qu'on est un peu isolé en fait. Le fait d'être dans des brasseries, c'est des petites structures avec 10 salariés maximum en règle générale. Souvent, c'est presque même des structures sans salariés. En fait, c'est souvent des patrons qui se entre eux, qui sont peut-être solidaires entre eux. Mais donc du coup, il y a déjà pour moi une première nécessité de se réunir entre salariés. Et après, la raison entre femmes, en effet, et minorités de genre. Moi, je suis tout le temps toute seule. Je suis toujours la seule femme au boulot, quoi. Et là, il n'y a pas très longtemps, on a organisé un barbecue avec d'autres brasseries, des bars parisiens qui sont venus, etc. Et heureusement, il y avait 2 serveuses qui étaient là. J'étais alléluia, parce que sinon, je me retrouvais seule avec 30 mecs, quoi. Et après, ça va, ils sont très corrects, très cool. Ils font pas du tout sentir ça, mais c'est vrai que de temps en temps, on se regarde, tu fais, mais je suis la seule meuf, quoi. Encore, quoi. Et en fait, toute la journée, c'est ça, tous les jours, le soir, quand je vais boire des coups, c'est aussi avec des mecs. Enfin. Oui, c'est quand même cool d'avoir un petit peu de présence féminine, quoi. Après, je reviens sur ton point là, sur la sécurité au travail, les mouvements difficiles, etc. Mon argument, c'est de dire que si c'est difficile pour une nana ou pour quelqu'un qui fait 50 kg tout mouillé, en fait, c'est difficile pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire que porter des fûts de 30 kg, moi, ça me fait mal, mais en fait, ça fera mal à mes collègues aussi. Peut-être ça va faire un peu plus lent parce qu'ils vont faire un peu les braves, etc. au début. Mais en fait, tous mes collègues, on a eu tous des arrêts de travail, etc. pour des trucs. Donc en fait, ils font un peu les beaux, surtout quand il y a une nana, j'ai l'impression. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas fait l'expérience sans être là. Donc, mais voilà, il y a un peu de ça aussi. Je pense que pas mal de brasseries sont contentes de recruter des nanas pour... Il y a presque le côté discrimination positive aussi, des fois. Des gens m'ont dit, je suis trop contente, j'ai trop envie de recruter une meuf et tout, c'est trop cool. Oui, mais tu connais pas mes compétences, mais genre, je t'ai même pas parlé de mon CV encore, quoi. Tu vas voir, après, tu seras encore plus envie de m'embaucher. Du coup, sur cette histoire de reconnaissance un petit peu d'être entre femmes pour se sentir exister, avoir une place, avoir une confiance, comment vos homologues masculins ou même les clients, quel est le regard sur votre métier? Tu parlais tout à l'heure, on me disait, IPA, c'est trop amer. Comment on vous prend justement en compte dans ce métier-là? Je pense que vraiment dans ma sphère professionnelle,
c'est vraiment pas un problème, quoi. Le fait d'être une femme, c'est pas quelque chose qui est même remarqué. Enfin, je veux dire, bien sûr, ça se voit, mais je veux dire, c'est pas quelque chose où je prends des remarques, ou voilà, j'ai pas subi de harcèlement. Évidemment, il y a plein de brasseurs, des mecs qui vont être lourds, etc. Mais en fait, moi, j'ai jamais subi ça dans mon milieu pro. Par contre, la clientèle, c'est-à-dire pour moi, les gens que je vais servir quand je vais à des festivals et choses comme ça, pas la même. Et en effet, ça m'arrive en festival de me retomber sur des gars qui m'expliquent ce que c'est qu'une IPA. En fait, je suis en train de te la servir, donc a priori, c'est moi qui l'ai brassée, c'est moi qui l'ai faite. Je pense que je sais un petit peu mieux que toi. Donc, mais semblerait-il, ces péteux là qu'on appelle, une catégorie de gens qu'on appelle un peu les beer geeks entre nous, mais qui, j'en ai parlé avec mes collègues masculins et ils ont aussi ce genre de remarques aussi. Donc moi, je le prenais vraiment en tant que femme. Ils pensaient que j'étais la secrétaire de quelqu'un ou je sais pas. Mais en fait, apparemment, voilà, ils sont odieux avec tout le monde. Donc voilà, finalement. Mais voilà, mon ressenti en tout cas, c'est reste surtout plutôt avec ma clientèle que vraiment avec mon milieu professionnel, qu'avec mes collègues. Non, exactement comme toi, Ouais. dans le milieu professionnel, aucun souci. Enfin, ma formation, on était 11, j'étais la seule nana, et à aucun moment on m'a proposé de l'aide pour porter un sac de 25 kilos ou quoi. Enfin, on me sentait juste capable et on n'a jamais remis en question mes compétences et mon intellect. Donc ça, c'est très agréable. Et je pense que dans le milieu professionnel, ça a l'air d'être globalement comme ça. Après, dans le milieu, dans les bars, quand il s'agit de déguster, dans les conférences... Oui, il faut montrer qu'on sait et qu'on est légitime à sa place, mais ça, c'est un ressenti que j'ai dans ma vie en général. Faire 2 fois plus d'efforts qu'un homme pour être reconnu aussi. Donc, Est-ce que vous avez eu des anecdotes un petit peu sexistes qui vous est arrivées peut-être pour continuer sur ce sujet de femmes dans ce groupe, peut-être avec les clients, peut-être Audrey en tant que aussi dans la dégustation C'est devenu tellement pas commun. Enfin, je pense qu'il y a des trucs que je fais plus gaffe. Donc je m'en rends plus trop compte. Est-ce que c'est commun, par exemple? C'est un truc, justement, voilà. Après, il y a eu les petites remarques, justement, de si j'arrive, on va me diriger vers un type de bière, et je suis en mode... ou parfois même, on va pas trop me proposer... Enfin, je trouve que c'est moins vrai maintenant dans... En fait, je pense que je vois moins de choses parce que je suis allée vers des milieux où il y a moins ça. Où quand même, il y a le côté beer geek où il y a que des mecs, et en même temps, il y a le côté bière artisanale, brew pub, où il y a un accueil de tout le monde, de la découverte de la bière, de faire des bières hyper différentes et tout. Et du coup, il y a moins ce truc de... De toute façon, en fait, je vais dans des bars à bière, si je viens, je vais boire de la bière. Et on va pas me proposer, mais il y a peut-être d'autres endroits où on ne me proposait pas automatiquement de la bière ou quoi que ce soit. C'est plutôt qu'on arrive dans des endroits où nous, on sait qu'on sait, et on n'en fait pas des caisses. On sait, et donc quand on va en parler à quelqu'un, on va être un peu... Enfin voilà, je vais dire, ouais, moi je brasse un petit peu, enfin voilà, c'est cool, j'ai peut-être 2-3 trucs à partager et tout, et parfois peut-être que j'en fais un peu des caisses, mais ça dépend. Et il y a des endroits où du coup des personnes vont, c'est toujours pareil, vont pas m'interroger d'abord, ils vont me raconter toute l'histoire, et je me demande, en fait, ce que t'expliquais tout à l'heure, on va brasser dans des milieux, ça se passe parfois très bien, et d'autres, mais en fait je sais, est-ce que je peux poser une question avant même que tu me réexpliques tout, ou qu'on me raconte un truc, parfois c'est carrément faux. Ah oui, non mais ça oui, par contre, genre on me sort un truc, mais genre pas vrai du tout, mais la personne arrive à le faire. Alors ça, je pense que c'est pas que féminin évidemment, que masculin, ça peut être aussi féminin, mais il y a un truc de dire je vais t'apprendre quelque chose, tu vas voir, et puis c'est trop stylé, et t'es en mode c'est pas du tout vrai. Ils se remettent jamais en question, ouais. Donc il y a un peu ces trucs-là, ces petites anecdotes comme ça. Et après, moi, c'est plus dans, je le disais un peu tout à l'heure, quand on aime bien déguster, en fait je suis un peu dans la restauration aussi, donc j'aime bien déguster de la bouffe et c'est parfois plus facile de le partager, il n'y a pas de risque d'alcoolémie avec tout ça. Par contre, quand j'arrive dans des milieux où c'est pour déguster de la bière, du vin et tout, c'est vrai qu'il y a toujours un moment donné dans la soirée où il y a un peu potentiellement des débordements, ou dans des bars où il y a une heure dans la soirée où je me sens moins à l'aise parce que les gens ont bu, des festivals où à un moment donné l'ambiance elle est quand même vachement différente parce que on te regarde mais vous avez pareil. Et je pense que c'est plutôt ça, moi, que parfois ça m'amène et que j'ai besoin d'être dans des endroits plus où je me suis pas sentie super à l'aise à cause de ça, quoi. Et du coup, ma place de femme dans ce milieu-là. Ce que je peux se partager, c'est assez personnel. Mais... autant dans le milieu de la bière, les 2 expériences négatives que j'ai pu avoir en bar, j'ai pas su comment réagir et je me sentais pas. Enfin, pour le coup, j'étais pas à l'aise et j'ai pas su répondre et j'ai juste rougi, pris ma bière et dit merci et je suis partie. Mais en revanche, dans le milieu du vin, je me sens beaucoup plus experte et posée là-dessus. Et surtout, c'est bête, mais en fait, dans le milieu du vin, les gens vous crédibilisent beaucoup plus. Parce que c'est un produit qui vaut beaucoup plus cher et qui est associé à une image de marque. Et donc, quand je vais dans un restaurant et que je commande une bouteille, forcément, si je suis accompagnée d'un gars en plus, naturellement, une fois sur 2, le serveur va servir l'homme. Et du coup, c'est moi qui est obligée d'interrompre pour dire non, c'est moi qui déguste et qui valide. Voilà, c'est ça, c'est moi qui commande.
Et surtout, si je me permets de faire remarquer qu'il y a un défaut sur le vin, les gens vont... Enfin, je me sens beaucoup plus légitime et je pense que ma voix va être beaucoup plus posée et sérieuse et froide. Et les gens n'ont que l'obligation de m'écouter et de valider mon propos, en fait. Enfin, la dégustation, c'est libre à chacun, mais mon métier, c'est de reconnaître les défauts dans le vin. Donc, si je dis qu'il y en a un, c'est que je suis sûre qu'il y en a un. Et ça, dans le milieu du vin, personne ne m'a jamais... fait de remarques négatives là-dessus. Donc peut-être que dans le milieu du vin, les femmes, déjà c'est un métier qui se féminise de beaucoup plus, et depuis peut-être 10 ans maintenant, donc c'est un peu plus accepté et acceptable. Et la bière, c'est tout récent, la féminisation du métier. Ça à peine, enfin on ne peut pas vraiment parler... La reféminisation. Oui, c'est vrai. Je peux commencer par une petite anecdote, mais c'est dans le cadre privé aussi, mais ça me faisait penser... je vais à un bar, je commande un stout, je crois, et mon copain commande un cocktail, et du coup, évidemment, le serveur me tend le cocktail et tend le stout à mon mec. Je te dis, du coup, c'est l'inverse, mais ça m'arrive vraiment souvent. Mais je fais pas la remarque au serveur, c'est pas grave, j'ai pas envie de perdre du temps et de l'énergie à faire ça. Donc, globalement, ma réaction en général face à ces petites turpitudes du quotidien, c'est d'en rire et de laisser couler, quoi. Ce que tu disais là sur la dégustation des faux goûts, ça m'a fait penser à quelque chose aussi où moi je me sens aussi par rapport à mes collègues des fois, ils sont très sûrs d'eux, mes collègues hommes, je parle, et moi je doute toujours. Et c'est-à-dire que je suis en mode, ah bah là je crois que je sentais le faux goût, et il me fait, ah bah non moi je le sens pas du tout. Ah ouais, mais tu sens quoi toi? Et lui c'est en mode, non mais il n'y a pas tel faux goût, il y a tel faux goût. Et je suis en mode, ah ok, et je les écoute, alors qu'ils n'ont pas plus d'expérience que moi, ils sont pas plus légitimes que moi, mais moi je doute et je me remets toujours en question mes compétences, mais voilà. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas pour mes collègues masculins, en effet, qui sont globalement sûrs d'eux. Ils vont affirmer un truc, quitte à se planter et peut-être à le vérifier après, peut-être ou pas. Alors que moi, avant d'affirmer un truc, je vais tout de suite aller le vérifier d'abord avant de donner une réponse franche, quoi, et nette. Et c'est un objectif des buveuses de bière, de faire monter en compétence des femmes sur la dégustation aussi, pour se sentir à l'aise aussi de pouvoir, choisir, dire qu'il y a un défaut et de pouvoir dire on avait vu un défaut, on est toutes les trois quand on avait vu le défaut dans une brasserie, oui. et qu'on a tout là et on l'a dit, on s'était hyper bien accueillis par contre, mais de pouvoir reconnaître ça et puis et de pouvoir réagir aussi, mais en n'étant pas soit dans le truc un peu genre je dis rien, mais juste en disant moi je pense que je sais et je sais m'affirmer que je sais et j'ai peut-être un peu un doute, mais je vais quand même dire que je sais parce que la dernière fois avec les buveuses, on a appris ça, et c'est aussi pour ce truc-là qu'on a créé cet asso, quoi. Où il n'y avait pas d'autre espace pour le faire. Et je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, Audrey, tu as parlé de reféminisation des brasseries. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi il y aurait une déféminisation? Je n'irai pas monter dans le tour ou raconter l'histoire, tu vois, je me sens pas assez sûre de moi pour raconter le livre Matriarcat, que vous pourrez aller lire, qui raconte l'histoire de la bière, d'où ça vient et qui a commencé à brasser. Et ce ne sont pas que des hommes. Et si le milieu de la bière aujourd'hui, très ce qu'on appelle craft, artisanal et masculin, c'est aussi par sa professionnalisation et le fait que ce soit devenu aussi des entreprises. Mais le savoir-faire et la raison pour laquelle on a brassé n'est pas du tout depuis, déjà elle n'est pas très récente, et pas du tout que masculine. Et je n'irai pas rentrer dans tous les détails. Je peux compléter. Alors là, je vais me faire un plaisir de compléter. En fait, moi, de ce que j'ai lu, en effet, dans Matriarcat et d'autres sources aussi, en gros, la bière, c'est un métier la fabrication de la bière, c'est quelque chose qui remonte à plus de... Je sais quoi, la dernière source, c'est moins 12 000 ans. Il y a des traces physiques, je veux dire, de produits chimiques qui prouvent que... par contre, les premières traces écrites, on va remonter beaucoup dans le temps, il me semble que c'est moins 3000, je ne veux pas dire de bêtises. Mais bref, toujours est-il que l'une des premières traces écrites qu'on a du métier de brasseur, brasseuse et même, je dirais, brasseresse, je vais venir à ça tout de suite après, ce serait l'ode à la déesse Ninkasi. Et donc, du coup, c'est une déesse de la bière. Et elle s'adresse à ses prêtresses, parce que c'est des femmes qui brassent la bière. Donc, la première trace écrite qu'on a du métier de brasseresse, du coup, c'est féminin. C'est un métier qui est réservé aux femmes, en tout cas à cette époque, ou en tout cas majoritairement féminin. On ne sait pas si c'est 100% réservé. Et en fait, à chaque fois qu'on a des traces écrites de ce métier, c'est toujours des femmes. Toujours des femmes. Ça ne veut pas dire que c'est que des femmes, mais soit c'est en effet exclusif parce que c'est religieux et donc du coup c'est réservé aux prêtresses, soit c'est majoritairement un métier féminin. Ma petite théorie là-dessus, mais j'ai pas réussi à la confirmer, c'est que je pense que c'était un métier très
ménager finalement, c'est quelque chose de domestique, je veux dire, quelque chose qui se faisait à la maison. En complément, voilà, la femme, elle faisait le pain, elle s'occupait des enfants et elle faisait la bière. Mais donc du coup, ça a été un métier, il me semble, qui a été domestique pendant longtemps. Et en tout cas, quand ça n'était pas, c'était quand même voilà, des prêtresses et des femmes. Et en fait, il y a eu un moment où les hommes et les moines, la religion a voulu remettre la main sur la bière. Et l'une des raisons pour ça, qui est théorisée en tout cas, voilà, ce serait que du coup les femmes qui pouvaient brasser pouvaient être indépendantes en fait, elles arrivaient à générer un revenu puisqu'elles pouvaient vendre leur bière, etc. Soit elles pouvaient brasser que pour la maison, mais en général quand elles avaient un petit peu trop de surplus, elles pouvaient vendre, etc. Et donc elles pouvaient être indépendantes et autonomes. Évidemment, vous imaginez que ça a pu en vexer quelques-uns. Donc du coup, confisquer l'outil de production, en fait, la capacité de production, c'est une des façons pour empêcher les femmes d'être autonomes et indépendantes, les obliger à se marier en fait avec un homme qui lui pouvait brasser de la bière, qui pouvait en faire son métier. Et donc du coup, voilà, c'est un combo de masculinisme et de religion. Merci. Et donc voilà, le moment où on est revenu, où la bière s'est masculinisée, c'est plutôt au niveau du 15e, 16e siècle, plutôt 16e siècle. Voilà, avec vraiment une volonté à la base même de l'Église et toutes ces histoires de bière d'abbaye, moines trappistes, nanana. C'est aussi l'Église aussi qui voulait remettre la main sur cet outil de production-là. Je voulais juste revenir sur brasseresse. Du coup, dans le très bon livre Matriarcat, elle dit qu'apparemment le premier mot en français qui a été créé, c'est d'abord brasseresse, qui aurait été masculinisé en brasseur, puis reféminisé en brasseuse. Donc du coup, je demande sur ma fiche de poste maintenant que ça soit écrit brasseresse, mais je pense que mon chef est prêt à le faire, il a juste la flemme. Merci de replacer les femmes un peu dans l'histoire. Du coup, il nous reste un petit peu de temps avant les questions et je voulais aussi revenir sur, du coup, tu parlais aussi de la consommation d'alcool dans les milieux festifs et la posture de femmes dans ces milieux. Est-ce que vous avez eu un peu le même ressenti je parlais Élise, sur ce côté déstabilisant d'être une femme au milieu d'un milieu festif. Moi, je peux pas dire que ça me gêne parce que j'ai un côté grande gueule et donc du coup, je joue un peu. Si c'est un concours de beat, je peux jouer à ça très très bien aussi. Donc du coup, ça m'amuse en fait. En Chine, c'était particulièrement drôle parce que les Chinois, il y a pas mal d'entre eux qui digèrent très mal l'alcool. En fait, il leur manque une enzyme exactement. Et donc du coup ils tiennent vraiment très très peu l'alcool et ils étaient très surpris de voir une femme tenir l'alcool déjà mieux qu'eux, alors que c'était vraiment vraiment un jeu d'enfant, mais du coup j'avais des Chinois qui me tapaient dans le dos, oh c'est trop bien, tu tiens trop bien l'alcool, mais j'ai littéralement bu genre c'était un galopin quoi. Ils étaient déjà tous verts en train de vomir et tout. Vous devriez pas boire d'alcool en fait, juste arrêter. Donc ouais, non, moi sur ça je me sens pas mal à l'aise, mais parce que j'ai une personnalité qui fait que je m'en amuse et je peux rentrer bêtement dans ce jeu-là sans trop de difficultés, quoi. Moi, dans le milieu professionnel, je ne bois pas du tout. Enfin, si je suis derrière un bar ou si je sers ou jamais, et si je suis amenée à boire, parce que ça fait aussi partie du rapport clientèle, je crache forcément. Et il y a forcément des gens alcoolisés face à moi, mais quand tu es complètement sobre, le rapport de force il est complètement inversé. Et donc c'est très facile, avec une pichenette, il vacille. Donc c'est jamais quelque chose qui m'a inquiété ou quoi que ce soit. Moi, il y a ce côté, je suis protégée parce que je suis en pleine capacité de mes moyens. S'il y a le moindre souci, je peux appeler à l'aide, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, du coup, sur cette histoire de consommation d'alcool, comment on parle de l'alcoolisme, par exemple, de comment on questionne ça dans ces métiers, donc en termes de santé publique, en fait, comment même entre vous en parlez On n'en parle pas. Non, mais c'est vrai, j'ai dit à midi au travail, là j'étais discuter, je participe à la table ce soir, le thème c'est, voilà, il y a la question de l'alcoolisme. Oh nous ça va, hein. Voilà. Donc ouais, non, en fait la question c'est un peu, on n'a pas l'impression qu'entre nous j'ai pas l'impression que j'ai un collègue alcoolique, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu un tabou aussi, quoi. Je pense que du coup on n'a pas très envie de regarder aussi, de savoir vraiment. Parce que ouais, si un collègue vient me dire, Élise, franchement, t'abuses sur la consommation d'alcool, je sais pas trop comment je le prendrais et j'ai pas envie de faire l'inverse, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous conscients que ouais, on travaille dans un métier où c'est facile de tomber dedans. Voilà, on nous pousse un peu à la dégustation. Enfin, je veux dire. Et contrairement au milieu du vin, ça se fait pas du tout de cracher dans le milieu de la bière. Ça, c'est un vrai problème, je trouve. Personnellement, j'aimerais bien qu'on arrive à mettre ça en place, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai évoqué l'idée, tout le monde s'est foutu de ma gueule, quoi.
Je sais pas, leur excuse c'est qu'on goûte moins bien, mais honnêtement, enfin voilà. Oui, certes, mais on le fait dans le vin et ça permet de goûter plein de choses. Et quand il faut goûter 10 bières différentes, et ben désolé, mais la 10e, si on a toutes goûté, on la goûte moins bien, quoi. Il aurait mieux valu toutes les goûter un tout petit peu moins bien. Et l'autre raison qui m'est avancée parfois, c'est que c'est moins fort en alcool, donc on peut se permettre. Certes, mais sauf qu'en fait, on fait des Imperial Stout qui frisent les 12-13 degrés d'alcool. Donc en fait, finalement, on est sur l'équivalent d'un vin. Les triple IPA, c'est 10 degrés. Enfin bref, du coup, l'excuse de c'est moins alcoolisé, finalement. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Et après, il y a aussi des gens qui se construisent un peu en opposition au milieu du vin aussi, qui disent on ne peut pas faire tout comme le milieu du vin, donc ils ont des crachoirs, ben on en a pas. Voilà. Donc comme je le disais, moi je ne bois pas dans le milieu professionnel, donc je fais très attention, mais c'est une question à laquelle j'ai été sensibilisée pendant mes études aussi. Et donc je respecte vraiment les normes de l'OMS et plusieurs fois, je veux dire, même si je ne consomme pas dans le milieu professionnel, chez moi je bois, je sors, etc. Et je fais vraiment attention à, quand je sors maintenant, j'essaie de prendre de plus en plus des bières sans alcool ou des boissons sans alcool, vraiment pour vérifier que tout va bien et que, en fait, oui, il y a de la bière et du vin à volonté. Et parfois, ça peut être facile de se laisser tenter, de boire le midi, de boire avec ses collègues quand on rentre ou quand on a fini le travail. Et j'ai très peur de tomber dedans. En revanche, j'ai beaucoup d'alcooliques dans le milieu du vin. C'est pareil, ils sont cachés, tout le monde le sait, mais ils sont cachés ou ils se cachent. Et j'aimerais bien essayer de trouver un moyen de les aider, de faire un peu plus de sensibilisation. Après, c'est dans le vin, c'est une génération un peu plus âgée que la nôtre. C'est vrai que le milieu de la bière, c'est beaucoup de trentenaires et quarantenaires. Et dans le milieu du vin, c'est plus âgé. Et donc, je pense que c'était pas la même approche de l'alcool et pas les mêmes. Oui, on parlait pas de l'alcoolisme pas autant à l'époque. Et donc, ça va venir petit à petit, mais ça passe par la sensibilisation. Ouais, ça m'a. Alors, moi, j'étais pas on a failli être ensemble dans un projet où ça serait devenu notre côté en milieu professionnel d'avoir un bar. Et c'était une question que je m'étais posée d'avoir un bar. J'avais l'impression d'être dans une espèce de promotion de l'alcool et comment on allait gérer ça auprès du public et tout. Donc ta question m'a évoqué un peu ça, et au sein des buveuses par exemple je me suis dit ok, c'est quand même buveuse de bière, on n'a pas je me suis rendu compte qu'on n'avait pas mis en place par exemple même pour les référentes de comment on gère en fait si dans les adhérentes il y a une personne qui pourrait avoir des signes et comment on peut accompagner ça et sans jugement mais en accompagnement et sans plonger encore plus la personne là-dedans, etc. Et donc nous on n'en parle pas même dans le milieu associatif. Je sais pas si à la base c'est une question que vous êtes déjà posée entre vous, mais nous c'est un sujet qui n'est pas abordé et du coup ça m'a évoqué le fait que j'aimerais bien en parler au sein de l'asso pour savoir aussi comment on peut parler de ça, et même si maintenant on promeut encore plus les bières sans alcool, moins alcoolisées. Il y a quand même un rapport à la consommation d'alcool, etc. Et c'est un sujet qu'on aborde peu, et peut-être parce qu'on n'a pas beaucoup de personnes concernées, mais qui pourrait être intéressant. Juste compléter sur un truc où je repensais aussi, il y a également le Dry January, et en fait on le fait quasiment tous les ans à la brasserie. Donc c'est aussi, je pensais, c'est vrai qu'on c'est pas complètement tabou quand même, c'est pas vraiment un tabou, c'est juste un sujet un peu, considère ça un peu comme un non-sujet, je sais pas comment dire, mais du coup, ouais, régulièrement, soit on fait le Dry January, soit il y en a un qui dit ouais, là, moi je me fais une semaine sans alcool, j'ai l'impression d'avoir un peu abusé ces derniers temps. Donc on en parle quand même un petit peu entre nous, mais voilà, c'est pas vraiment. Et par rapport à la baffe, j'avoue que je pense pas qu'on soit trop posé la question. Il y a des gens qui ont certains comportements quand ils ont trop bu, et on les connaît et on les gère comme on peut, mais pas vraiment en remettant en question leur relation à l'alcool, quoi. C'est plus genre bon, il est bourré, bon, faut trouver comment on le ramène, comment il rentre chez lui, mais voilà, plus de la gestion de l'immédiat, de l'urgence, on va dire, qu'une vision plus long terme sur ça, ouais. Et du coup, sur ces bières sans alcool, comment ces bières sans alcool sont arrivées dans les brasseries? Est-ce que vous embrassez? Est-ce que, voilà, ces bières sans alcool, qu'est-ce que c'est aussi? Ouais, alors bière sans alcool, je sais que donc Fauve, à la base, c'est un brewpub à Paris et qui a ouvert une unité à Montpellier de production vraiment. Je sais qu'à Paris, ils avaient brassé une bière sans alcool aussi en vue d'une Dry January, et ça avait été un peu un flop dans le sens que à chaque fois, en fait, quand ils brassent la basse, ils remplissent un fermenteur une cuve de service qui fait 10 hectos, 1000 litres, et en gros, il faut les couler le plus rapidement possible, comme ça on peut remplir d'une autre bière, quoi. Et la bière sans alcool, je crois que c'est la bière qui est restée le plus longtemps de toute l'histoire de Fauve. Elle a dû rester plusieurs mois, alors que d'habitude, voilà, en 15 jours, un mois max, c'est vendu. Et en fait, la raison que mon patron me donnait sur ça, c'est en fait, quand tu vas au bar et que tu bois une bière sans alcool, t'en bois une, deux, puis tu rentres chez toi, quoi.
Alors que quand tu bois de l'alcool, bah, plus tu en bois, plus tu as envie d'en boire. Et donc, en fait, tu tombes un peu dans une spirale. Et donc, au lieu de boire, tu dis, allez, je bois juste un verre. On la connaît tous, cette phrase-là. Et puis, voilà. Et puis, finalement, ouais, l'alcool appelle l'alcool, quoi. Et donc, du coup, forcément, ça fait descendre les bières alcoolisées plus rapidement que les bières sans alcool. Après, la production de bière sans alcool, il y a plein de méthodes différentes. C'est assez compliqué. Donc, c'est complexe d'avoir quelque chose qui soit agréable à boire, qui soit pas trop sucré, pas trop flotteux, etc. Donc nous, on ne s'y est pas encore risqué à Montpellier, mais j'aimerais bien, et je pense qu'on a tous envie de faire ça aussi, d'avoir une bonne bière sans alcool, parce qu'en effet, même pour nous, voilà, en festival, moi je suis contente quand on a un fût avec des choses légères, choses comme ça, parce que moi je bois en festival, je bois dans le milieu pro. Je m'assure aussi d'avoir ma bonbonne d'eau pas loin, parce que c'est vrai que j'essaie de maintenir un niveau, d'être moins bourré que les clients. Mais ouais, non, du coup, voilà, la fabrication de bière sans alcool, il y a soit une méthode où on fabrique avec très très peu d'alcool, soit il y a carrément la désalcoolisation, mais ça demande des machines très coûteuses. Donc voilà, nous pour l'instant c'est pas encore risqué, mais j'espère dans un avenir proche. Ouais. Et c'est drôle parce que ce week-end on brassait une AIPA avec Audrey, et donc une fois qu'on avait terminé, on avait décidé de faire 44 litres, et une fois qu'on avait atteint notre quota, il nous restait quand même un petit peu de liquide. Donc ce qui se passe quand on fait de la bière, c'est qu'on rince les drèches. Donc en fait, on va faire passer de l'eau claire à travers le gâteau de malt. Et donc ce liquide-là est très peu sucré, donc c'est-à-dire qu'il donnera très peu d'alcool par la suite. Et on s'était dit, comme il nous reste une dizaine de litres, autant ne pas les jeter. Donc on a tenté notre première bière sans alcool. On ne vous promet pas qu'elle sera buvable. C'est prendre beaucoup de risques. L'alcool, c'est quand même un milieu qui stérilise, l'alcool stérilise énormément le milieu, mais on pourra vous dire ça dans 3 semaines. Il y a quand même pendant le Dry January des brewpubs qui font leur petite bière sans alcool qui sont très très cool. Brewpub, les bars microbrasseries, des bars qui brassent leur propre bière. On a la Barbotte, l'Opulus, qui sont comme ça. Et qui du coup, en janvier, font ça et la laissent malheureusement pas plus tard. Enfin, ils en font pas dans l'année, alors que moi, j'apprécie pouvoir aller dans des bars. Et du coup, il y a tout un panel qui s'ouvre aussi sur la dégustation des bières sans alcool, qui sont en effet un peu différentes, et on va aller essayer de... Alors, si on recherche vraiment parfois des points communs avec de la bière, on peut être moins satisfaite, mais il y a tout un panel qui se fait là-dessus, et aussi parce que moi, je vois plutôt dans les femmes aussi qui sont enceintes, alors qui ne vont pas trop aller toucher aux bières peu alcoolisées, celles-ci, pour moi ici, elles sont quand même à 0,5, donc ça dépend des personnes, parfois c'est ok, parfois c'est pas ok. Mais d'avoir des bières désalcoolisées, de pouvoir continuer à avoir ce contact de dégustation, de partage, parce que peut-être, parce qu'il y a plus de femmes maintenant qu'on consomme, du coup on a envie aussi de répondre à cette clientèle qui a envie d'en consommer dans des moments où c'est quand même plus compliqué d'en consommer. Peut-être ça ouvre ça, je sais pas, c'est une hypothèse. D'un point de vue global, il y a une grosse diminution de la consommation d'alcool dans le monde. Nous, on l'a observé dans le milieu du vin. Et en fait, l'alcool, ça apporte beaucoup de points positifs. C'est un exhausteur de goût, ça apporte de la rondeur. Et le cerveau est fan de l'alcool. Donc, aussi peu y en est-il, un cerveau va toujours préférer une boisson alcoolisée à une boisson non alcoolisée. Et donc, on aura si on fait des bières ou du vin sans alcool, il va falloir rajouter du sucre, il va falloir rajouter des arômes, il va falloir rajouter de l'acidité. En fait, ça devient plus une solution chimique qu'une boisson en elle-même. Donc c'est compliqué de faire une bonne boisson sans alcool. Je rajoute juste un truc parce que tu parlais des femmes enceintes du coup qui peuvent pas boire d'alcool, et moi c'est un des trucs qui m'énerve particulièrement quand je commande quelque chose sans alcool. Du coup mais du coup t'es enceinte? Oui. Oh oui. Mais sans blague quoi. Vraiment, donc ça c'est un des trucs qui m'énerve vraiment, du fait d'être une femme dans un milieu c'est pas forcément au travail. C'est vrai, ça c'est l'anecdote. C'est vraiment énervant. Insupportable. Ah là, t'as quelque chose à nous dire? Mais non, j'ai juste pas envie de me pâter la gueule, c'est tout quoi. Oui, donc c'est pas très bien vu de ne pas prendre d'alcool dans ce milieu quand même. Ouais, mais voire même peut-être un peu sur... Alors soit t'es enceinte, en effet, et c'est vraiment genre... soit il y a un problème. Ah, ça va. Des médicaments? Ouais, il y a un truc... non, genre cool d'avoir une boisson... donc, après, il y a d'autres types de boissons fermentées, comme le kombucha et tout, qui peuvent être sans... Enfin, moins alcoolisées, faut faire gaffe quand même, qui permettent aussi d'être dans la dégustation et le partage et tout. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je vais essayer de laisser un peu le public prendre la parole s'il a envie de poser des petites questions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions, donc n'hésitez pas. Alors moi je me demandais si vous avez remarqué quand même une plus grande féminisation du métier, que ce soit en association, dans d'autres associations, parce que nous, moi je fais partie de la BAF aussi, donc avec Elise.
En ce moment, elle n'a pas trop le temps d'être là. Et Juste pour les barbecues. Je me sens quand même hyper seule. Il n'y a vraiment pas beaucoup de filles, même dans le monde associatif. Et à côté de ça, j'ai travaillé en tant que barmaid au réservoir. Du coup, toute l'équipe, c'est des hommes, les brasseurs, c'est des hommes, les autres serveurs, c'est des hommes, les patrons aussi. Les clients, du coup, quand ils cherchent un conseil, ils s'adressent plutôt à mes collègues parce que moi, quel conseil je pourrais leur apporter juste la petite serveuse, quoi. Donc, ça a quand même été assez compliqué. Et donc, comme vous avez fait, du coup, et toi aussi, vous avez fait une formation de brasseuse et vous êtes vraiment dans ce domaine-là, est-ce que vous pensez que les femmes commencent à se dire moi je bois de la bière et pourquoi je ne travaillerai pas là-dedans, j'ai autant le droit qu'un homme de faire ça, et donc du coup est-ce qu'il y a plus de femmes qui arrivent bientôt ou pas? J'ai pas l'impression, pour être honnête. Vraiment, j'ai pas l'impression. Je réfléchis dans le milieu montpelliérain des femmes, de la bière. On est 2 femmes à travailler vraiment en production, je veux dire. Après, je compte parce que c'est celui-là qui est considéré comme le métier de masculin par excellence, c'est-à-dire que les comptables et graphistes, etc. Ça pose pas de problème. Enfin, on se pose pas la question si c'est un milieu qui se féminise ou pas. Il y a une autre nana qui avait commencé à bosser et qui s'est fait très très mal au dos, donc qui a arrêté malheureusement. Et il y avait une autre nana qui était passée à la BAF aussi, qui s'était mise à brasser et en fait qui a fait sa transition. Du coup, j'étais un peu dégoûtée parce que j'étais attends, il y a une femme derrière. Ah bah non, du coup. Mais bon. Et ouais, non, moi je vois aussi, je fais. Alors, j'ai pas fait moi-même de formation brasseuse, j'ai pris sur le tas, quoi, brasseresse, pardon. Mais je donne des formations, notamment à l'IUT d'Avignon. Et dans chaque promo, il y a une nana. 2, mais j'ai pas l'impression que le chiffre il augmente et en fait c'est encore et puis toujours pareil, mais les nanas arrivent toujours un peu en mode oh non mais moi j'y connais rien, je laisse passer les qui c'est qui n'osent plus, elles se mettent toujours en retrait et ça m'énerve un peu, mais ça m'énerve un peu, ça m'énerve de qu'on se sente non légitime dans ce milieu qui en fait, comme ce qu'on disait tout à l'heure, était un milieu de femmes à la base. Et d'ailleurs je suis très contente de participer à la table ronde, mais quelque part je me dis mais à quand une table ronde pour dire quelle est la place des hommes dans le monde de la bière, quoi. Finalement, c'est eux qu'on devrait questionner. C'est-à-dire, tant qu'on questionne la question des minorités et des femmes, finalement, on voit le problème à l'envers un peu, je trouve. Surtout dans ce cas-là où on nous a dépossédés de ce savoir-faire-là, quoi. J'ai fait ma formation de brasseuse à Lille et j'étais la seule fille. Et dans les autres promos, quand je demandais à mes formateurs, à chaque fois ils disaient ah oui, telle nana de telle promo, et visiblement il n'y a toujours eu qu'une seule fille parmi les 2 de la promotion. Il y a 4 promotions par an, mais donc ça reste très peu. En revanche, dans le milieu du vin, la tendance est inversée depuis une bonne dizaine d'années. Donc maintenant, je pense qu'on est à plus 75% de femmes monologues et 25% d'hommes. Bon, j'allais dire que voilà, encore une raison d'avoir créé les buveuses pour se sentir plus légitime, d'oser et de du coup rencontrer aussi dans les buveuses. Du coup, il y a quand même des brasseuses amateuresses. Professionnelles, et du coup ça partage un peu. Et je me suis interrogée de pourquoi j'étais jamais allée à la BAF à un moment donné, parce qu'on s'est quand même rencontrés récemment, on a brassé ensemble, on a fait une bière, la baffeuse de bière, et c'était super cool, tu vois, et mon ancien coloc venait de la BAF, et je me suis dit mais pourquoi je suis jamais allée, et ouais, peut-être que c'était moins facile pour moi de me retrouver qu'avec des hommes, je sais pas. En tout cas, ça a été plus facile d'aller voir des buveuses et par contre de faire des trucs avec la BAF quand même, tu vois. Il n'y a pas on veut absolument pas, mais juste ça a été plus facile dans ce sens-là que directement. Donc on espère qu'à un moment ça va se fusionner et que du coup il y aura plein de femmes qui vont. Ça va prendre un peu plus de temps peut-être. Je vais juste rebondir sur ce que tu disais, Hélène, sur le fait qu'il y a maintenant 75% de femmes dans les formations d'œnologue. Du coup, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, que le œnologue, c'est pas un métier de prod, quoi. Je voulais te savoir si toi en prod vraiment, genre, ok, il y a pareil 75% de femmes, dans les nouvelles arrivées en tout cas. Ouais, et puis je fais la même chose qu'un homme, je veux dire porter des sacs de 25 kilos, etc. Mais l'œnologie. Après, dans le vin, le matériel, il y a plus d'argent et donc le matériel est plus adapté. C'est des caves qui sont plus anciennes, c'est des caves qui étaient anciennes et qui ont été adaptées aussi, il y a beaucoup plus de financement. Donc je pense que le matériel est plus récent et plus adapté juste à toutes les morphologies et à tous les sexes. Moi j'ai une question par rapport à ce que vous disiez vis-à-vis de l'alcoolisme dans le métier. C'est vrai que quand on s'imagine travailler dans l'alcool, que ce soit le vin ou la bière,
forcément être alcoolique, ça peut remettre en question un petit peu votre crédibilité parce qu'on n'arrive pas à se contrôler, parce qu'on associe la maladie entre guillemets et le professionnalisme. Et je voulais savoir si ce tabou ou ce non-sujet est pour vous influencé par le fait que ce soit des milieux qui des fois peuvent être dominés par les hommes, ou si de manière générale, même si on est une femme, un homme ou peu importe, il y aurait quand même ce truc de se dire si je suis malade, c'est que j'arrive pas à me gérer, et du coup c'est que je fais mal mon métier, et du coup c'est que je suis pas crédible, et donc il faut pas que j'en parle. Pour ma part, j'ai connu personnellement deux collègues alcooliques, une personne très jeune et en tant qu'œnologue, j'étais sa responsable et du coup je fais remonter à ma hiérarchie et on arrête les choses telles quelles. Enfin, je veux dire, la personne elle se servait dans les cuves. D'une part, pour moi, c'est une perte de production. Et derrière, c'est un comportement dangereux de la part de mon salarié. Après, ma hiérarchie a géré le problème en essayant de l'accompagner, etc. Et il y a quelques mois, j'ai encore été confrontée à une personne alcoolique plus âgée. Et le problème, c'est qu'on gère le problème sur le coup. J'ai toujours quelqu'un au-dessus de moi, donc c'est toujours à cette personne au-dessus de moi, généralement, à qui j'en réfère et qui doit gérer le problème par la suite. Ces gens-là, après, j'ai appris qu'ils étaient connus comme le loup blanc, et en fait, ils sont virés, ils vont rester un mois ou deux dans la cave où je suis. Ils vont se faire virer, ils vont passer dans une autre cave, etc., etc., etc. Et malheureusement, personne ne les aide vraiment. Après, il y a plus de 6 mois d'attente chez les alcooliques anonymes. Les médecins addictologues, il y a plus de 6 mois d'attente aussi. Donc je pense que même la personne, si elle est très attentionnée, qu'elle a envie de s'en sortir, il n'y a personne pour l'aider. Ou alors il faut vraiment du temps, et je pense qu'en 6 mois, en fait, elle a le temps de se remettre 10 000 fois en question et peut-être de tomber sur une autre expérience et au final de ne pas forcément s'en sortir. Donc c'est très compliqué. Et j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose, mais j'ai pas encore la solution en tout cas. Sur le coup, quand tu as posé la question, je ne savais pas trop quoi te répondre parce que j'étais en train de dire, moi, je n'ai jamais travaillé avec de personnes alcooliques, ou en tout cas pas que je sache. Mais en fait, si, mais pas dans le milieu de la bière. En fait, quand je travaillais à l'INRA, en agronomie, c'était connu, quoi. Il y avait des personnes, moi j'ai bossé avec des gens qui s'occupaient de la partie technique, etc. Ils arrivaient à 9h du matin, je ne comprenais pas ce qu'ils foutaient dans le fossé, etc. En fait, ils avaient planqué des bouteilles de pif et ils allaient se servir régulièrement, quoi. Et du coup, mais voilà, j'étais jamais en position de responsabilité aussi vis-à-vis de ces gens-là. Donc j'avoue que et comme tu dis, c'était connu, tout le monde le savait, et je pense que le responsable le savait très bien. Je pense que c'était pas à moi de les aider, et c'est un peu aussi ça que je voulais dire, je fais pas du care en fait, quoi. Je veux dire, je suis une nana, je suis dans ce milieu-là, si les gens ils veulent se niquer la santé, c'est leur problème en fait. Je suis pas responsable du fait d'être une nana, de leur santé, etc. Enfin, j'ai pas envie de m'en occuper plus qu'une autre personne, quoi. Je veux dire, j'avais pas les compétences, je suis pas médecin, je suis pas leur mère, quoi. C'est un peu triste à dire, mais tu vois, genre quand tu dis j'ai envie de les accompagner, etc., t'es en mode, ok, si c'est mon salarié, c'est pas la même chose. Enfin, si c'est quelqu'un dont je suis responsable, c'est pas la même chose, mais sinon, si c'est un collègue, malheureusement, c'est pas mon métier, en fait. C'est pas vraiment de mon ressort aussi de faire ça, quoi. Voilà, c'est peut-être un peu égoïste de dire ça, mais c'est un peu aussi en rejet de me mettre dans un rôle de femme, quoi. Moins sur le milieu de la bière, mais plus en général dans les entreprises, comment on gère les questions de santé. Moi, je suis plutôt dans un milieu masculin, mais dans l'informatique au départ, donc quand même qu'avec des mecs, on se dit pas quand on va pas bien, et donc ça peut être on va pas bien, du coup on va plutôt se retourner vers l'alcool, et ça a été pas mal ça, mais ça peut être aussi être en burn-out, etc. Et j'ai l'impression quand même que le fait que c'était un milieu de mecs, on se le disait pas, et que en tant que chef d'entreprise, dans une entreprise où on a été plus féminin à un moment donné, on a aussi apporté ce truc de on va plus se dire les choses quand ça va pas et mettre en place des trucs. C'est pas facile parce que vraiment dans le milieu d'entreprise, trouver comment on vient en amont, comment on met en place des systèmes pour que les gens puissent dire qu'ils vont pas bien et dans un contexte évidemment sécurisé et pas son supérieur. C'est-à-dire je suis pas bien, je bois des coups le soir quand je rentre et j'ai du mal à venir au boulot le matin, tu vas pas dire ça à ton chef. Et ça pour moi c'est un problème très général et donc peut-être aussi un peu masculin de non, on tient le coup, on vient quand même et on va pas lâcher. Et voilà. C'est un peu une question plus globale de qu'est-ce qu'on met en place dans les entreprises pour être à l'écoute de ça, quoi. Et j'ai cherché un peu, il n'y a pas beaucoup d'outils, mais il y a des trucs qui commencent à se créer quand même, petit à petit. C'est pas vraiment une question, c'est pour rebondir
sur ce que vous venez de dire là sur l'alcoolisme, en fait, je pense que ça dépend aussi de où est-ce qu'on place le curseur du alcoolisme quand on est en entreprise. Et moi, j'ai été confrontée à des consommations. Enfin, je suis œnologue dans un domaine et on consomme de l'alcool tous les jours à table. Et il n'y avait que moi qui trouvais ça pas normal. Donc, moi, je trouvais ça normal de dire que c'était pas normal. Et en disant ça, tout le monde a commencé à se dire pas aujourd'hui, c'est pas normal. Enfin, voilà, mais si personne ne dit rien, en fait, les gens continuent. Et là, il s'avère que c'est mon supérieur qui buvait de l'alcool tous les jours. Donc, mais tout allait bien. Hein. Mais il buvait quand même 3 gros verres d'épinards tous les midis et personne ne se posait de questions. Et ensuite, pour rebondir sur la féminisation de l'œnologie, enfin des œnologues, c'est vrai que c'est un lieu de production d'être œnologue. Et quand il y a ça, quasiment pas des femmes qui sont œnologues maintenant. Enfin, où je travaille, toutes les femmes sont œnologues quasiment. Mais le travail ouvrier en cave, il est fait par les hommes. Et le souci, c'est de devoir gérer ça. Peut-être la supérieure hiérarchique. C'est toi qui sais comment faire et qui va dire à tout le monde comment faire les choses, parce que c'est ton métier. Et derrière, il n'y a que des hommes et il faut réussir à se faire entendre et faire en sorte que le travail soit fait comme on le dit. Et ça, c'est pas facile. Donc il y a un gap de la féminisation du métier, mais il y a toujours une petite brèche. Pour le coup, ma première expérience en cave, j'avais 22 ans et je me suis retrouvée à gérer une vingtaine de personnes d'une 50aine d'années. Et les premiers jours, effectivement, c'est du test. Eux, ils vont voir jusqu'où ils peuvent pousser les limites. Et moi, le but, c'était de repousser les limites dans l'autre sens. Et on a trouvé un certain consensus. Et après, c'est surtout un boulot de management. Enfin, pour le coup, oui, c'est du management et c'est gérer ses équipes. Et il faut parfois être un petit peu coulant et d'autres fois, il faut resserrer la vis. Mais c'est juste un curseur à placer au bon endroit. Mais j'ai jamais eu de souci avec aucun de mes salariés. Enfin, j'ai toujours été responsable d'hommes, surtout effectivement. Et j'ai jamais eu de problème, aucun mot déplacé, pas de sexisme. Je me suis jamais faite agresser je sais pas si c'est une question de chance mais je suis toujours très bien tombée et j'ai jamais eu de souci avec aucun homme d'homme en tout cas. Je pense que dans le milieu de la bière, par rapport à la différence de la féminisation dans le milieu du vin et le milieu de la bière, dans le milieu de la bière, je connais aucune femme qui est responsable de la production et qui est supérieure hiérarchique d'hommes. Voilà, au même niveau, mais là, dans ce que je cherche, il y en a peut-être une ou deux, mais c'est de l'exception vraiment. Dans les personnes que je connais qui bossent dans le milieu, vraiment, il n'y a pas de femme qui soit supérieure hiérarchique d'homme, quoi. Ou alors c'est carrément la fondatrice de la brasserie, mais encore une fois, souvent c'est le mari qui s'occupe de la prod et la nana qui s'occupe des ventes, mais voilà. C'est l'heure. Merci Audrey, merci Hélène, merci Élise, merci à vous d'avoir nourri cette table ronde et merci de Madré de nous avoir accueillis. Et voilà, cette table ronde touche à sa fin. On espère que ces échanges vous ont inspiré et donné envie de repenser vos propres rapports à l'industrie de l'alcool. Un grand merci à nos invités, Audrey, Hélène et Élise, pour leur partage passionné et éclairant. Merci aussi aux Madridiosa pour leur soutien à cet événement, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui contribuent à rendre l'espace de la dégustation de bière et de la production d'alcool plus inclusive et équitable. Chez Rabat-Joie, on croit au pouvoir des espaces de dialogue pour faire bouger les lignes et bâtir un monde plus juste et équitable. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous laisser un avis ou à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour prolonger la conversation. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de vos révoltes.